BFM Business, l'heure H, le rendez-vous du Cercle des économistes. Bonsoir à tous et bienvenue dans l'heure H avec nos invités comme tous les soirs, comme tous les lundis soirs, le rendez-vous du Cercle des économistes. En l'occurrence, Catherine Lubochinski, professeure à l'Université de Paris 2, Panthéon-Dauphine, et Dominique Roux. Catherine Lubochinski, j'ai fait une erreur, bonjour ou bonsoir. Panthéon évidemment, Assas. Panthéon Assas, en plus on sort, hein, donc je devrais quand même le connaître. Et Dominique Roux, professeur émérite à Paris Dauphine. Bonsoir Dominique Roux. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes deux profils très différents, en l'occurrence Catherine Lubochinski, vous êtes toujours membre du conseil scientifique de l'ACPR, en l'occurrence, l'autorité de régulation du secteur financier. Au conseil scientifique. Oui, au conseil scientifique, oui. Et puis Dominique Roux, vous avez été membre, on s'en souvient, de l'autorité de régulation des télécoms. Vous êtes plutôt évidemment sur ce domaine-là. On va parler de la situation des banques. On voit bien que rarement depuis la crise financière on a connu un tel maelstrom, que ça soit pour des raisons positives ou des raisons négatives. Est-ce qu'il faut s'inquiéter? Est-ce que de nouveau on risque d'avoir une crise bancaire ou pas? On verra peut-être plutôt ça avec vous, Catherine Lubochinski. Mais d'abord un commentaire avec ce prix Nobel qui a été attribué, j'ai envie de dire, à Harvard et au MIT, en l'occurrence, puisqu'il a été attribué à l'américano-britannique Olivier Hart et au finlandais Bernd Holmström. Vous êtes capable de nous dire en quoi ces travaux sont très importants? Théorie du contrat. Théorie du contrat. Voilà. Oui. Mais ça veut dire quoi? Eh bien, c'est très intéressant quand même ce qu'on fait les Nobel, parce que ça fait plusieurs prix qui décernent, qui touchent la microéconomie et non plus la macroéconomie. Ouais. Théorie des contrats, ça concerne la microéconomie, c'est-à-dire le comportement des entreprises, des particuliers, etc. Et c'est nouveau, parce que jusqu'à présent, il y avait des débats surtout idéologiques autour de la macroéconomie. Alors que là, on a eu plusieurs prix Nobel, Williamson, on a eu Coase, on a eu même Eleanor Holmström, la seule femme qui a eu le prix Nobel d'économie, quand même. Malheureusement, elle est morte. Tout ça, ils ont travaillé un peu sur les incitations, sur une nouvelle appréhension de l'entreprise. Et c'est pour ça que c'est intéressant aujourd'hui d'avoir cette réflexion sur ce type de sujet. Catherine Lubochinski, qu'est-ce que c'est moins votre secteur, mais qu'est-ce que vous, en tant qu'économiste? Non, vous savez, ces deux auteurs ont publié des articles financiers. Ils ont travaillé sur la liquidité, aussi bien l'un que l'autre. Par exemple, Holmström a écrit un ouvrage avec Tirole sur tout un ouvrage sur la liquidité, montrant les besoins, l'offre et la demande de liquidité, les impacts sur le prix des actifs, l'euro, et du coup, comment les pouvoirs publics doivent intervenir. Et puis Hart, il a fait un article même dans le FT, il y a pas très longtemps, il y a quelques années, sur ça fait quand même quelques années. Sur les cocos. Non, c'était 2010 son article. Ouais. Sur les cocos, vous savez, ces obligations convertibles contingentes que les banques émettent et qui peuvent se transformer en actions. Mais est-ce que c'est actions, un prix Nobel? J'en profite pour saluer Emmanuel Le Chip qui nous a rejoint en retard. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir, est-ce que c'est un prix Nobel, je veux dire, il est un peu banal, non? Ou c'est un vrai prix Nobel? Ah non. C'est un faux prix Nobel. Non, mais parce que c'est pas gentiment, alors c'est peut-être parce qu'on était français. Non, mais dans les contrats, vous avez les contrats de travail aussi. Bien sûr. Et vous voyez, c'est tous les problèmes d'asymétrie d'information, c'est tous les problèmes d'incitation. Tirole, par certains aspects, a travaillé aussi un petit peu sur ces domaines-là. Donc il méritait ce prix Nobel. C'est une réflexion intéressante. Par exemple, un petit exemple très concret. On parlait beaucoup de stock option, pour les rémunérations des chefs d'entreprise, etc. Eux, ils ont trouvé que c'était une vision court-termiste. Le stock option, c'est à court terme. Il faut regarder la trajectoire d'un patron sur le plus long terme. Et ils ont inventé les actions de performance en disant, par exemple, M. Ghosn, il va toucher une partie de ses rémunérations. Carlos Ghosn de Renault, oui. Oui, il va les toucher pas tout de suite. Il va les toucher dans quelques années. Donc on décale un peu pour voir un peu s'il continue à performer aussi bien qu'on le pensait. Donc ils ont apporté quelque chose. Et par exemple, dans tout ce qu'on fait aujourd'hui sur la réforme du droit du travail, comme le disait Catherine, la théorie des contrats, c'est dans une entreprise, c'est un nœud de contrat. Contrat entre les salariés et le patron, contrat entre les fournisseurs et les clients. Et bien justement, on ferait bien de lire un peu ces grands auteurs pour s'imprégner d'une nouvelle idée sur l'organisation de l'entreprise, son efficacité, comment il faut faire, plutôt que de faire des débats qui n'en finissent plus et qui apportent pas grand-chose. Emmanuel Le Chip, pour vous, c'est un grand prix Nobel ce qui vous donne ce sentiment de banalité et de vie, c'est vrai que c'est peut-être le fait qu'on récompense encore une fois la grande tradition américaine avec un prof de Harvard, un prof du MIT. C'est vrai qu'on est dans la
continuité de ces prix Nobel qui cherchent à essayer d'améliorer le fonctionnement du marché, de la concurrence. C'est vrai qu'on n'est pas très loin finalement des travaux de Jean Tirole, puisqu'ils ont travaillé ensemble, Catherine l'a dit. Moi, ce que je trouve intéressant, effectivement, c'est qu'aujourd'hui, leurs travaux touchent un nombre de sujets chaud absolument considérable. Ça va effectivement de ce qui a été dit sur le contrat de travail. Prenons par exemple toutes les thématiques actuelles autour de l'ubérisation, des nouveaux contrats de travail. Qu'est-ce que c'est que demain le statut de salarié, s'il existe encore, le statut de contractant entre un travailleur indépendant et son client, et puis tous leurs travaux sur voilà comment on rémunère les gens du secteur public. Est-ce qu'il faut privatiser l'hôpital, privatiser l'éducation. On voit bien qu'on est à un tournant. La notion de contrat, vous avez raison, Emmanuel, est en train de basculer absolument. Donc c'est vraiment des problèmes. C'est vrai que c'est pas spectaculaire. C'est pas un Paul Romer, par exemple. Mais enfin bon, il a dit tellement de mal. On a annoncé qu'il avait et qu'il a pas eu. Oui, puis il a dit tellement de mal récemment de tous les macroéconomistes, des modèles, etc., que c'était un peu compliqué peut-être de lui donner. Voilà, il y en avait d'autres. Vous aviez des candidats, Catherine Lubushinski, vous aviez des candidats éventuels pour des gens que vous dites tiens lui il aura peut-être. Non. Moi, j'ai participé à la présélection il y a longtemps sur le Nobel. Alors, comment ça se passe? Eh ben, un jour, j'ai reçu une lettre du comité Nobel en me disant, vous êtes 3000 à peu près. Cher ami, donnez-nous des noms et puis justifiez. Justifier pourquoi vous voulez. Et puis ça part dans tous les sens. Il y a une présélection. Et j'ai envoyé un Français évidemment. Et il n'a pas été retenu. Bien, c'était Malinvaud. Moi. Bon, j'avais voté pour Malinvaud. Bon. Voilà. Il n'a pas été retenu. Et puis ensuite, il y a ça arrive. Et il en reste une centaine à la fin. Et puis là, il y a le comité Nobel qui, sur les 100, qui va en choisir 1 ou 2 ou 3. On ne peut pas en avoir plus de 3. Mais je voudrais rajouter un truc sur les États-Unis. Ce qui est inquiétant, c'est qu'il y a 80%, 85%, moi j'ai écrit un bouquin là-dessus, sur les prix Nobel sont américains. Mais ils ne sont pas américains. Lui, il y en a un qui est anglais, l'autre qui est finlandais. C'est qu'ils vont tous terminer aux États-Unis. C'est qu'on n'a pas d'institution en Europe qui est capable de canaliser. On en a parlé ici même, il y a quand même quelques Français qui parlent les retours. Pour être gentil, on va dire que Tirole, il est 70 Toulouse, 30 MIT, quoi. Mais oui. Donc, bah oui. Exactement. Et pourquoi? Parce qu'on n'a pas les institutions qu'il faut. Oui, il y a un problème d'institution, il y a un problème de reconnaissance effective de la carrière universitaire. Regardez ce que Sarkozy avait dit, qu'un chercheur, c'est quelqu'un qui va là où il y a de la lumière et il fait chaud pour aller au bureau. Donc il n'y a pas de considération pour les chercheurs. On en a eu 3 de prix Nobel d'économie. On a eu Tirole, bien sûr. 2,5. Maurice Allais. Oui, Maurice Allais. Et puis le troisième. 2,5. 2,5. C'était un normalien, Normal Sup. Qui était avec Boiteux, ils ont tiré la pile ou face pour savoir qui irait aux États-Unis. C'est Gérard Debreu qui est allé, mais pour avoir le Nobel. Il a la nationalité américaine. Oui. Et ça s'est passé beaucoup plus facilement. Donc, comme dit notre ami, c'est un 2,5. Il est français. Ce qu'il faut savoir, juste pour terminer, ce qu'il faut savoir quand même aujourd'hui, c'est que on sait identifier aujourd'hui les 50 économistes qui vont compter demain. Et il faut voir la guerre que se livrent les grandes universités pour les attirer, c'est une surenchère absolument incroyable. C'est-à-dire que ces jeunes talents, ils courent le monde, ils vont à Toulouse, ils vont aux États-Unis, ils regardent ce qu'on leur propose. C'est un peu comme des stars de foot ou des choses comme ça. Et aujourd'hui, les grandes universités françaises ne sont pas capables de s'aligner sur les standards. Alors vous en avez un qui, pour les beaux yeux de Jean Tirole, les promesses de la belle vie à Toulouse, etc., s'égare quelque part sur les rives de la Garonne. Mais franchement, à part ça, c'est très compliqué de les faire venir. Vous ne pouvez rien faire. Non, financièrement. Pour les retenir, en l'occurrence. Non, parce que financièrement. Même pour les faire venir. Et même quand on en a de bons, il faut arrêter nos systèmes de retraite. Ouais. Par exemple, Amartya Sen, qui a eu le prix Nobel, qui est professeur à Harvard. Il est venu à mon université il n'y a pas si longtemps. Il a 85 ou 86 ans. Il est toujours à Harvard. Il le sort. Évidemment, il ne fait pas le cours de première année.
Mais Amartya Sen dit professeur à Harvard. Nous, à 84 ans... Vous, à 60 ans, vous êtes professeur émérite, c'est ça? C'est ça que vous dites. 65, on est émérite, ça veut dire à la retraite. Non, mais c'est stupide. C'est stupide, Amartya Sen. Mais alors, moi, j'ai une question de fond, et du reste, ça fait une double page dans le journal du Monde. À quoi servent les économistes? Il y a toute une... Et surtout, c'est quoi la science économique? Est-ce que c'est une science, je veux dire, qui se base sur des résultats, des observations, des expérimentations? Est-ce que c'est une science objective par rapport aux hétérodoxes? Alors ça, c'est un livre, je crois que vous les avez reçus, en l'occurrence, Emmanuel Schiff, sur le négationnisme économique, qui a écrit par Pierre Cahuc et André Zibelberg. Non, mais il y a beaucoup d'interrogations. En fait, vous servez à quoi, Catherine Lebowczyński? Oui, c'est toujours une question qu'on pose à ceux qui croient qu'ils servent à rien. D'abord, il faut distinguer les vrais économistes des faux. Il y a beaucoup d'économistes autoproclamés. Quand vous êtes hétérodoxes, c'est ça? Non, pas du... Non, des gens qu'on entend, qui écrivent, qui ne sont pas plus économistes. Alors que quand vous êtes médecin, vous êtes obligé d'avoir un diplôme de médecine. Économiste, vous pouvez l'être autoproclamé. Il y a un point commun, Catherine, juste, c'est que il y a énormément de disciplines quand même. C'est-à-dire que en médecine, vous êtes un spécialiste des pieds et un spécialiste du cerveau, ça n'a rien à voir. En économie, un spécialiste d'épistémologie ou d'histoire économique, ça n'a rien à voir avec un spécialiste de l'industrie ou de la banque. Enfin bon. Alors, science économique, c'est d'abord une science humaine. Évidemment, ça peut être les deux termes côte à côte, ça peut paraître un peu compliqué parce que science, on pense science dure, et puis science humaine, science molle. Donc il y a toute une partie, la partie science dure, s'est développée avec les outils économétriques, mathématiques, avec les nouvelles technologies, les ordinateurs, les puissances de calcul. Donc on a pu tester un certain nombre d'hypothèses qui au départ n'étaient que des hypothèses et basées sur quelques faits stylisés. Maintenant, il y a des éléments, on peut calculer la propension marginale à consommer sans dire elle est juste faible ou élevée, on peut la calculer. Et donc on a des bases scientifiques pour certaines activités objectives. Pour d'autres, comme il s'agit du comportement de l'être humain, vous comprenez bien que même si on le modélise de façon rationnelle, il est irrationnel par nature, et donc ça donne lieu à d'autres pans de la théorie économique. Par exemple, l'économie comportementale ou la finance expérimentale comportementale a été longtemps décriée parce que ça rentrait pas dans le cadre des anticipations rationnelles pures et dures. Dominique Roux. Et puis, on a eu tendance, et surtout en France, à privilégier ce que je disais en commençant, la macroéconomie. C'est-à-dire l'économie qui considère des agrégats, des grandes valeurs, et c'est là-dessus où on a mis beaucoup d'idéologie d'ailleurs. On était de gauche, de droite, etc. Et on avait donc une vision à partir... Oui, la pensée unique aussi, ça vous a aussi influencé. Alors qu'on parle moins, et c'est pour ça que ces Nobel sont intéressants, des Nobel qui ont travaillé sur l'entreprise, sur les comportements, comme disait Catherine, du consommateur, etc. Et eux, ils ont fait progresser les choses très sérieusement. Et il y a des idées qu'ils ont avancées, qui sont aujourd'hui reconnues par tous, etc. Mais ceux-là, on en parle beaucoup moins, parce que c'est des débats un peu techniques, et qui intéressent pas, j'allais dire, le grand public. Et à l'instant, le Finlandais Bengt Holmström vient de déclarer à propos de son prix Nobel en disant juste « j'étais au bon endroit, au bon moment ». Donc voilà, humilité du nouveau prix Nobel d'économie. Catherine, vous voulez rajouter quelque chose et après on change de sujet? Non, c'est pas grave. On va changer de sujet. Mais un mot quand même. Voilà. Les Allemands en ont eu un seul de prix Nobel. Pourtant, c'est une économie qui fonctionne très bien. Les Japonais en ont eu 0. Pourtant, c'est une économie qui a fonctionné pas trop mal. Les Espagnols en ont eu 0. Les Italiens en ont eu 0. Ils ont eu Modigliani, mais il était émigré aux États-Unis. Vous expliquez ça comment? Ils sont tous partis aux États-unis. Ils sont partis aux États-Unis. C'est ça qui était. Il y a des Anglais, quelques Suédois, parce qu'il faut récompenser un peu le pays, et puis des gens de toutes les nationalités, mais qui sont aux États-Unis. Et pour terminer sur le. Allez, on termine. Après, science dure, science dure, science molle, science humaine, science. Vous prenez tous les débats sur la pauvreté, les inégalités. Esther Duplo, qui aurait pu être qui aurait pu avoir le prix Nobel, pas après 10 tonnes en plus. Donc tous ces débats sur les inégalités, elles se mesurent, ces inégalités. Le problème, c'est que vous avez différents types de mesures des inégalités et que être inégal ou égal est un jugement relatif, un jugement de valeur. Et donc, même si on a des outils scientifiques, à un moment donné, il y a la composante humaine qui reprend le dessus. Dominique Roux, juste pour vous mouiller un tout petit peu, puisque c'est enregistré, évidemment, qui est susceptible d'avoir un prix Nobel d'économie dans les 5 ans qu'on connaît à peu près? Vous avez des idées? Les Français, il y a deux possibilités pour les Français.
Il y en a une éventuellement. Alors on avait une éventuellement si Paul Romer était couronné. Il a travaillé avec Philippe Aghion sur certains sujets. Ouais. Et donc il y aurait des possibilités pour Philippe Aghion d'avoir collectivement un prix. Pourquoi pas. Esther Duflo, c'est possible, mais comme Angus Deaton l'a eu un peu sur les thèmes d'économie du développement, d'économie expérimentale l'année dernière, c'est un peu tôt. Thomas Piketty, ça paraît quand même, c'est un peu court, parce qu'il faut quand même un long cursus. Oui. Hein, il faut, pour avoir le Nobel, il faut avoir reçu tout un tas de, il y a un parcours initiatique en fait, hein, et Piketty en est assez loin quand même, alors que il suffit d'aller voir le CV de Thomas Piketty et d'aller voir le CV de Jean Tirole, même avant qu'il ait le prix Nobel. Vous voyez bien que c'est sans commune mesure en termes d'impact scientifique. Juste un mot sur ces prix Nobel qui irriguent toutes les universités américaines. C'est qu'ils enseignent, ces gens-là. Ouais. Et ils enseignent des étudiants du monde entier et des étudiants américains. Alors que quand vous n'avez pas les professeurs, vous ne pouvez pas enseigner. Donc aujourd'hui, ce qu'on enseigne dans nos belles universités, dans nos écoles, c'est avec, on va dire, des seconds couteaux. Et les Américains ont le fer de lance. Et avec ce fer de lance, ils forment des gens qui ont des bonnes têtes et qui réussissent pas trop mal. Mais quand vous allez au MIT, d'ailleurs, quand vous êtes dans le couloir où il y a tous les jeunes chercheurs peuvent facilement avoir accès à ce que nous on considérait comme des légendes vivantes. Et on n'a pas le respect. On n'a pas le respect. À Dauphine, par exemple, on a une médaille Field, presque une deuxième avec un autre. Tirole a fait aussi. C'est le prix Nobel, grosso modo, des mathématiques. J'explique ça. Lyons, qui est la médaille Field, qui est le prix Nobel de mathématiques, voilà. Si vous voulez. J'étais avec lui dans l'ascenseur, personne ne le connaît. Ah ouais. On monte dans l'ascenseur ensemble, je dis comment vas-tu ? Et tous les étudiants autour de moi ne savaient pas qui était. Aux États-Unis, je peux vous dire que dans son université, un prix Nobel ou une médaille Field, il est connu. Kardashian, à mon avis, vos étudiants auraient connu. Allez, Catherine Lubochinski, on parle quand même de ces banques. On se demande un petit peu ce qui se passe. Il faut s'inquiéter lorsqu'on regarde ce qui se passe autour de la Deutsche Bank, mais aussi des banques italiennes. Est-ce qu'on est en train, à la veille d'une nouvelle crise financière ? Ou alors on fait une fois plus, c'est le déclinisme à la française. En ce moment, on est en train de... Oui, dans la mesure où on définit ne définit pas ce que c'est que la veille, oui, il y aura une prochaine crise bancaire ou financière. Les crises sont inhérentes au système même capitaliste. Oui, bien sûr. Il y a une dynamique. Donc tant qu'on prévoit ça. Non, mais là, vous voyez bien. Les opérations, quel est le problème ? Parti dans une vague de fusion et de rapprochement. Quel est le problème ? Alors, il y a on va parler que de la zone euro pour l'instant. Il y a une certaine surcapacité de l'activité bancaire, c'est vrai, et la BCE l'a souligné il n'y a pas très longtemps. Il y a beaucoup de banques quand même en Europe. En plus, dans une conjoncture qui ne leur est pas favorable. C'est-à-dire qu'elles ont été obligées de renforcer leurs fonds propres. Et les fonds propres ont quasiment doublé depuis la crise. Faut pas l'oublier. Donc, normalement, elles sont plus solides. C'est-à-dire que pour une même activité, elles ont 2 fois plus de fonds propres qu'avant. C'est pas négligeable. Et ensuite, l'environnement, c'est un environnement de taux bas et surtout durablement bas, ce qui fait que la structure par terme des taux est plate. L'écart taux long, taux court est très faible. Or, les banques, quand elles ont des ressources courtes et qu'elles prêtent à long terme, elles gagnent sur la marge d'intérêt et là, ça devient difficile quand même. Donc, c'est vrai qu'avec cet environnement de taux, même négatif, les taux courts négatifs, comme elles gèrent beaucoup de dépôts, qu'il y en a même qu'elles doivent rémunérer à 0,75%, alors qu'elles payent. Oui. Évidemment, la profitabilité est en baisse. Maintenant, si vous rajoutiez le total des amendes que ces banques ont payées depuis la crise, la profitabilité des banques ne serait pas en baisse. Quand vous regardez la baisse très forte des profits de la Deutsche Bank, c'est simplement lié aux provisions des amendes. 4 milliards en l'occurrence. Bah oui, donc c'est là, si elle s'était bien conduite, elle n'aurait pas cette amende, elle aurait 4 milliards de profit. La question, c'est une autre question, on peut pas tout traiter, mais c'est-elle mal conduite C'est peut-être quand même aussi ça la question, on peut se poser. Bon, mais oui, mais alors là c'est un grand débat. Enfin, écoutez, non, mais je pense à ça parce que je recevais Karine Berger qui, avec Pierre Lelouch, a fait un rapport justement pour dire qu'il faut que le droit économique américain est devenu une arme économique, notamment contre les grandes banques européennes, entre BNP. Les banques américaines ont été beaucoup plus mises à l'amende que les banques européennes. Beaucoup plus. Donc il faut arrêter aussi de dire il y en a même qui ont disparu. Il y en a même une qui a été lâchée. Est-ce que c'est aussi parce que les banques sont confrontées, notamment avec l'arrivée du digital, à des suppressions, des vagues de suppression de postes absolument gigantesques. Alors, donc est-ce que c'est une des raisons, peut-être, de ces fusions, Dominique Roux ?
sans aucun doute, le digital dans la banque, ça va être dramatique pour le salarié, parce qu'on n'a plus besoin d'agences bancaires. Simplement, ça broie l'emploi. Moi, je vais très souvent en Afrique, par exemple, je ne sais pas si vous savez, mais au Kenya, 80% des paiements se font avec un téléphone portable. Il n'y a plus d'agences bancaires. Il n'y en a plus du tout. Il n'y en a jamais eu d'ailleurs. Il y en avait un petit peu dans les villes. Mais il y en aura jamais plus alors. Donc ça c'est parfaitement exact. On fera tout ça à distance, sans problème. Et donc il faut diminuer ces gens et on peut pas parce que c'est des milliers d'emplois. Mais il y a quand même un point sur lequel, alors pour le coup, les amendes c'est le passé, il faudra bien les payer, on peut pas faire grand chose. Les fintechs c'est le sens de l'histoire. Moi il y a un sujet que je trouve inquiétant, c'est quand même la folie prudentielle quoi. Est-ce qu'on va pas trop loin? Alors, le BAL 4 là qu'on est en train de préparer, ça a l'air d'être un véritable délire. C'est même plus ceinture et bretelles, c'est ceinture, bretelles, ceinture de chasteté, tout ce qu'on veut quoi. Ça pèse sur l'activité économique aussi, incontestablement. Bien sûr, et notamment sur les entreprises. Catherine, alors c'est peut-être parce que vous êtes à la CPR, mais non, c'est pas du tout ça. C'est que on a, au moment de la crise bancaire, après la crise bancaire, on a reproché aux autorités de régulation d'avoir mal régulé, pas assez, d'avoir laissé des banques sans fonds propres prendre n'importe quel risque. Et maintenant qu'on met des garde-fous, on dit attention, ça mais entre tout et rien, vous voyez, il y a peut-être c'est pas tout. Vous savez, les banques avaient beaucoup plus de fonds propres avant les années 80. Les banques étaient liquides avant les années 80, mais c'était des périodes où elles n'avaient pas la même profitabilité. Alors cette régulation bancaire, elle a un coût. C'est vrai que par certains aspects, elle est trop complexe et elle perd son efficacité. Je suis la première à dire ça, mais il faut pas se laisser facilement entraîner dans ce discours disant non. Je sais pas, tout à l'heure on voyait encore effectivement des déclarations des autorités françaises en disant que BAL 3 est tellement contraignant. Déjà BAL 3, sans même parler de BAL 4, est tellement contraignant qu'en fait ça restreint l'activité économique. Non, parce que quand vous regardez le crédit bancaire en zone euro, il a encore augmenté. Donc pas beaucoup, mais il augmente. Et que restreindre l'activité économique, ça voudrait dire qu'il y a une restriction, un rationnement de l'offre de crédit bancaire, ce qu'on ne voit pas. Les banques en ce moment sont prêtes à prêter facilement parce que c'est des emplois pour les dépôts. Qui leur coûte. Oui, ça c'est sûr. Oui. Donc il n'y a pas de rationnement du crédit. Et donc en conclusion, est-ce que vous pensez que donc on va vers une nouvelle crise financière, parce que c'est pas vraiment répondre à la question. Oui, l'histoire de la Deutsche Bank, est-ce que ça va se répéter? Je pense qu'il y aura d'autres encore, il y a d'autres amendes. Est-ce que c'est Lehman Brothers? Oui. Non. Dominique Roux. Non, l'avantage de ces crises, comme disait Catherine, c'est qu'on apprend quand même. On n'est pas complètement stupide. Les erreurs qu'on a faites, on essaie de pas les refaire quelques années plus tard. Oui. Donc c'est peut-être pour ça que la crise s'éloignera par rapport à ce qu'on pourrait penser. Mot de la fin? Oui, juste un élément d'inquiétude, et la BCE l'a bien souligné il y a une semaine ou deux, c'est le montant des créances non performantes, comme ils disent, des prêts non performants, qui atteint à peu près 1000 milliards d'euros en zone euro. C'est quoi les prêts non performants, pardon? C'est ceux où les emprunteurs ne payent plus d'intérêt et risquent de ne pas rembourser. Ouais. Donc il faut les provisionner. Les banques s'assoiront sur la... Voilà, il faut les provisionner, il faut les passer par perte et profit. Il y en a pour 200 milliards en Italie, et là il y a un problème avec les banques italiennes, parce qu'ils n'ont pas tout provisionné. Il manquerait encore 40 milliards et c'est à peu près le montant de la recapitalisation nécessaire. Il y a de quoi quand même s'inquiéter. Voilà, c'est là où il y a des problèmes. Merci beaucoup. Le rendez-vous du soir des économistes tous les lundis soirs, et avec nous ce soir c'était Dominique Roux, Catherine Lubochinski et puis bien sûr toujours Emmanuel Le Chypre, fidèle à ce rendez-vous. Merci. Tout de suite les décodeurs de l'écho, Fabrice Lundi.